Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme Égypte à la une en ce lundi 13 septembre 2021. Tout de suite, commençons cette édition d'Égypte à la une avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a affirmé que la stratégie nationale a affirmé que donc les droits de l'homme en Égypte concrétisaient une feuille de route sérieuse sur la voie des droits de l'homme et reflétait la volonté politique de l'État de faire primer la dignité du citoyen. Le chef de l'État a tenu ses propos dans son discours prononcé à l'occasion du lancement de cette stratégie au cours d'une cérémonie organisée dans la nouvelle capitale administrative pour célébrer ce moment mémorable dans l'histoire de l'Égypte. Un commentaire. Le lancement de la stratégie nationale des droits de l'homme est un moment mémorable dans l'histoire de l'Égypte et une étape sérieuse sur la voie de la promotion de ces droits dans le pays, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi dans son discours prononcé à l'occasion du lancement de cette stratégie. Le chef de l'État a rappelé que l'Égypte comptait parmi les premiers pays à avoir contribué à la rédaction de la Déclaration mondiale des droits de l'homme en 1948 et que dès lors, sa contribution à cet égard n'avait jamais cessé, partant de sa profonde conviction de l'importance d'adopter une approche globale pour renforcer et sauvegarder les droits et les libertés fondamentaux. Le président s'est félicité du lancement de sa stratégie qui couvre tous les domaines des droits de l'homme, dont les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle accorde un intérêt particulier aux droits des femmes, des enfants, des personnes handicapées, des jeunes et des personnes âgées, ainsi qu'à l'éducation. L'élaboration de cette stratégie ne vise pas uniquement à répondre aux critiques à l'étranger, a affirmé le président, ajoutant que cette stratégie émane d'une volonté sincère de l'État et des organisations des droits de l'homme de garantir d'énormes efforts en matière des droits humains. Elle a assuré une vie digne aux citoyens à travers de multiples initiatives dans le domaine du logement, de la santé, de l'éducation et autres, a précisé le président. D'où l'importance, a souligné le président, d'appeler à un dialogue communautaire incluant toutes les organisations et les parties concernées par ce sujet. Le président a souligné que tous les citoyens sont égaux devant la loi, affirmant l'engagement de l'État à protéger le droit à l'indemnité physique, la liberté personnelle, la liberté d'expression, les pratiques politiques, le droit à la création d'organisations non gouvernementales, le droit à intenter des procès. L'Égypte accepte favorablement la diversité et la pluralité des avis tant qu'on respecte et on prend en considération la liberté d'autrui, a martelé le président. Le chef de l'État a annoncé que 2022 sera l'année de la société civile, affirmant que la société civile est un partenaire important dans le renforcement et la protection des droits de l'homme. Il a appelé la société civile et les organisations non gouvernementales à poursuivre leurs actions avec assiduité, secondant les institutions de l'État en vue de réaliser le développement durable dans tous les domaines et de vulgariser la conscience de la culture des droits de l'homme. Cela est susceptible de réaliser les espoirs et de répondre aux aspirations du grand peuple égyptien, a dit le président. Il a mis l'accent sur la renforcer les efforts visant à garantir des procédures. Il a affirmé que l'État déploie des efforts assidus et continue pour confirmer les valeurs du citoyen, de tolérance et de dialogue. Des démarches sont également entreprises pour lutter contre le discours incitatif qui appelle à la violence et à la discrimination, a souligné le chef de l'État. Le président el-Sisi a souligné que le Conseil national des droits de l'homme, en tant qu'institution nationale indépendante assurant les droits de l'homme dans le cadre de la Constitution, joue un rôle axial et efficace dans l'enracinement des principes de sensibilisation quant aux droits de l'homme via notamment les rapports annuels présentés à l'État. La stratégie nationale des droits de l'homme comporte 4 axes, dont ceux pour les droits civils et économiques, les droits de la femme et ceux à la culture et à l'instruction dans le cadre du délai fixé pour cette stratégie et qui durera pour 5 ans, a fait savoir le président. Il a ajouté que parmi les axes de cette stratégie figure également le droit du citoyen à participer à la vie publique et politique, le droit à la création des partis et d'organisations non gouvernementales, ainsi que le droit à former des syndicats ouvriers et le droit d'y adhérer. Cette stratégie garantit également la protection par l'État des droits des journalistes et des hommes de médias, ainsi que le droit à un rassemblement pacifique sous toutes ses formes. Cette stratégie respecte notamment, a souligné le président, la vie privée et œuvre à soutenir la poursuite des efforts des institutions religieuses pour la refonte du discours religieux, le respect des libertés de culte et la législation de la situation des églises. Le chef de l'État a enfin réaffirmé l'engagement de l'Égypte et son plein respect à toutes les promesses et aux instruments internationaux ayant trait aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé son intérêt à soutenir le paysan et d'exploiter toutes les potentialités nécessaires pour lui fournir une vie décente, s'exprimant sur sa page personnelle sur les réseaux sociaux jeudi 9 septembre à l'occasion de la fête du paysan. Le chef de l'État a mentionné, je cite, « Les pyramides, le canal de Suez, le haut barrage sont tous reconnaissants des efforts et au génie des millions de paysans à travers les époques. » Le président a adressé un message d'appréciation au paysan égyptien qui a obtenu son indépendance, sa liberté et sa dignité et confirmé que l'État tenait à le soutenir. Et puisque nous parlons de la fête des paysans, il faut se rappeler des efforts de l'État ciblant les habitants des villages égyptiens à travers la République pour améliorer leurs conditions de vie et leur assurer une vie décente. Avec un budget de 515 milliards de livres égyptiennes, la participation de 14 ministères, le projet national de développement rural a pour objectif de changer le visage de plus de 4000 villages égyptiens. L'installation de services de base et surtout l'autonomisation des habitants de ces milieux sont au rendez-vous. Le point dans ce commentaire. Un projet pionnier de développement rural est en train de voir le jour, permettant à des millions d'habitants des zones rurales égyptiennes de rêver d'un meilleur avenir. Dans le but d'améliorer les moyens de subsistance, les conditions de vie des populations dans ces milieux, en privilégiant les couches vulnérables, le projet doit couvrir plus de 4700 villages et sa période de mise en œuvre est de 3 ans. Avec un budget s'élevant à 515 milliards de livres égyptiennes, sa première phase qui se termine à la fin de 2021 est censée changer le visage de 1500 villages. D'après les déclarations officielles, le nombre de bénéficiaires de ce projet s'élève à plus de 58% de la population égyptienne. Le projet introduit un éventail d'innovations allant de l'installation de services de base, des infrastructures, tout en offrant des opportunités d'emploi, un développement de compétences et une modernisation rapide des économies dans ces zones rurales. Il s'agit d'un tournant décisif avec un plan d'action bien défini, un programme et un budget important, une stratégie des priorités et surtout une gamme d'activités avec pour objectif investir dans cette population rurale et encourager une transformation inclusive de ce monde tant oublié, tout en permettant à ceux qui y vivent de tirer profit de ces richesses plutôt que de s'en trouver encore plus marginalisés. Cette transformation du monde rural doit inclure de nombreux changements positifs dans la vie de ses habitants, commençant par l'amélioration de la qualité de l'éducation, des services de santé, de l'eau potable, des opportunités de travail, l'autonomisation des femmes et l'augmentation de l'espérance de vie. Et ce par le biais d'un développement centré sur les personnes dans lequel les bénéficiaires deviennent les agents de leur propre développement et participent dès le départ à la prise de décision et à l'exécution du processus même de transformation. Aujourd'hui, l'État est conscient que l'objectif de la réduction de la pauvreté ne peut être atteint si l'on ne cible pas délibérément les zones rurales où cette pauvreté reste dramatique, extrêmement répandue. C'est dans ces milieux où l'on constate les taux élevés de chômage, de généralisation des activités informelles, le travail des enfants et le faible taux de scolarisation. L'État a donc réalisé qu'investir dans la population rurale offre une solution à long terme à de nombreux problèmes tels que la faim, la pauvreté, le chômage, l'immigration forcée, des sujets profondément enracinés dans les zones rurales. Investir dans les populations rurales, c'est investir dans un avenir plus prometteur à tous. Le ministre des Affaires étrangères Samar Shoukry a réitéré l'engagement de l'Égypte à soutenir les pays frères pour surmonter cette période exceptionnelle face aux diverses sources de menaces contre le monde arabe, ce qui exige un renforcement de la coopération et de la complémentarité arabe. Le ministre a tenu ses propos à l'ouverture des travaux de leur 158e session sous la présidence du Koweït au siège de la Ligue arabe jeudi au Caire. L'ordre du jour comprenait la cause palestinienne, la situation en Syrie, au Yémen, en Libye, le soutien au Liban, la sécurité de la navigation et l'énergie dans la région du Golfe arabique. Les ministres arabes ont également discuté de la paix et au développement au Soudan, en Somalie, ainsi que du processus de coopération arabo-africain et du dialogue euro-arabe. Le point avec Dalia Karam. S'adressant à la 156e session du Conseil de la Ligue arabe tenue jeudi au Caire, le ministre des Affaires étrangères Samar Shoukry a déclaré que la région arabe faisait toujours face à des défis politiques entravant la réalisation de nos objectifs de développement. Les ingérences étrangères cherchent à s'emparer de nos ressources à travers des conflits qui ne servent pas nos intérêts, a dit M. Shoukry dans son allocution, ajoutant que les ingérences flagrantes dans la région arabe ont conduit à l'épuisement des capacités arabes et à des rivalités entre les pays frères, et qu'il était temps qu'elles cessaient.
Le ministre a affirmé que l'Égypte accueillait favorablement les réconciliations arabes ayant eu lieu récemment et qu'elle espère qu'elles se terminent sur fond de respect mutuel de la souveraineté nationale. Il a souligné que l'Égypte, gouvernement et peuple n'épargnent aucun effort pour fournir tous les moyens de soutien pour parvenir à un règlement juste, global et durable à la cause palestinienne en tant que question centrale de tous les Arabes. M. Chokri a affirmé que l'Égypte poursuivrait ses efforts pour que le peuple palestinien recouvre ses droits légitimes en établissant un État indépendant, conformément aux frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions internationales pertinentes et à l'initiative de paix arabe. Le soutien de la Libye figure en tête des priorités de l'Égypte afin de rétablir la stabilité et mettre en œuvre la solution politique trouvée lors de la conférence de Berlin et des résolutions pertinentes de la légitimité internationale, a assuré le chef de la diplomatie égyptienne. Il a aussi évoqué la situation au Yémen, réitérant la vive condamnation par l'Égypte des attaques menées par la milice Houthi contre l'Arabie saoudite. M. Chokri a souligné le soutien de l'Égypte au gouvernement légitime du Yémen, renouvelant la pleine solidarité de l'Égypte avec le Royaume d'Arabie saoudite dans les mesures qu'elle prend pour protéger sa sécurité et sa souveraineté. L'Égypte, a souligné M. Chokri, continue à soutenir la Somalie dans les défis historiques qu'elle relève. Et concernant le Liban, le chef de la diplomatie égyptienne a appelé à nouveau les responsables libanais à prendre les mesures nécessaires pour sauver le pays, dont la première est la formation d'un gouvernement conformément aux critères énoncés dans la constitution libanaise et l'accord de Taïf. L'Égypte va approvisionner le Liban en gaz naturel via la Jordanie et la Syrie. Effectivement, face à la crise énergétique qui frappe le Liban, une feuille de route a récemment été établie entre plusieurs États du Moyen-Orient, dont l'Égypte, pour mettre en œuvre au cours des prochaines semaines une stratégie de soutien pour ce pays. Le point dans ce commentaire. Le Liban ne produit pas encore d'hydrocarbures et fait face à une crise énergétique importante. Face à la crise énergétique qui frappe le pays, une feuille de route a récemment été établie entre plusieurs États du Moyen-Orient, dont l'Égypte, pour mettre en œuvre au cours des prochaines semaines une stratégie de soutien au Liban. Le 8 septembre, le ministre égyptien du pétrole, Tariq Al-Mullah, et ses homologues jordaniens et syriens ont conclu un accord à un moment pour fournir du gaz naturel en provenance d'Égypte au Liban. Cette décision arrive dans un contexte où le Liban fait face à une crise économique dévastatrice marquée par des pénuries chroniques de carburant et d'électricité, avec une forte hausse des prix des produits dérivés due à l'effondrement de la monnaie locale et au manque de devises étrangères nécessaires aux importations. Tariq Al-Mullah a déclaré que l'Égypte s'efforçait d'accélérer la coordination de la livraison de gaz naturel égyptien au Liban via la Jordanie et la Syrie, étant donné la volonté du pays d'alléger le fardeau du peuple libanais et de contribuer au soutien et à la stabilité du Liban. Dans les détails, le transport du gaz se fera via le gazoduc arabe qui part de la péninsule du Sinaï en Égypte et traverse la Jordanie, la Syrie et le Liban afin d'y activer les centrales électriques fonctionnant au gaz qui ne sont actuellement plus en service. L'objectif est de permettre au Liban de recevoir suffisamment de gaz naturel pour générer 450 MW d'électricité. Le pays collabore d'ailleurs avec la Banque mondiale pour obtenir le financement nécessaire dans le cadre de cette entreprise. En outre, il faut rappeler que ce projet pourrait se heurter à l'obstacle des sanctions américaines à l'encontre de la Syrie, et ceci bien que les États-Unis aient apporté leur soutien en envisageant d'accorder une probable exemption ainsi qu'aux éventuelles réparations nécessaires du gazoduc. L'Égypte, qui est déjà autosuffisante en gaz depuis 3 ans, a produit en 2020 6,6 milliards de pieds cubes par jour et prévoit d'augmenter sa capacité de production à 7,2 milliards de pieds cubes par jour. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, s'est entretenue vendredi avec le vice-président du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, Ahmed Ogouel Ouma, des moyens de coopérer pour assurer les vaccins contre le coronavirus aux pays africains et soutenir les systèmes de santé. Dr Hala Zeid a souhaité la bienvenue à M. Ouma et à la délégation l'accompagnant, venue en Égypte pour inspecter les usines de la holding de produits biologiques et de vaccins Vacera, ainsi que le Centre égyptien de contrôle et de prévention des maladies. L'Égyptien CDC, les deux responsables ont discuté de la stratégie de l'Égypte de fabrication des vaccins et de leur exportation vers les pays africains dans la période à venir, a affirmé le porte-parole du ministère. Justement, Dr Hell a affirmé la disposition de l'Égypte à fournir des vaccins aux pays africains et à atteindre une autosuffisance en la matière, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi.
L'Égypte ambitionne de faire passer la part des énergies renouvelables dans la production totale de 20% en 2022 à 42% en 2035 dans le cadre de sa stratégie intégrée pour l'énergie durable, l'ISES. Le point dans ce commentaire. La capacité d'énergie renouvelable en Égypte passera de 3,51 gigawatts en 2020 à 13,7 gigawatts en 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 14,6% selon un nouveau rapport de Global Data. Cette progression sera portée par l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie éolienne qui domineront le marché des énergies renouvelables dans cette décennie. Intitulé Egypt Power Market Outlook to 2030, le rapport évalue le marché égyptien de l'électricité et estime sa croissance d'ici à 2030. Selon Global Data, la capacité solaire photovoltaïque cumulée devrait passer de 2,02 gigawatts en 2020 à 7,71 gigawatts en 2030. Sur la même période, la capacité éolienne terrestre cumulée devrait passer de 1,39 gigawatts à 1,64 gigawatts. L'Égypte dispose d'un important potentiel d'énergie éolienne, notamment dans la région du golfe de Suez, avec une vitesse de vent stable d'environ 8 à 10 mètres par seconde. La région située à l'est et à l'ouest du Nil, dans les gouvernorats de Beni Souef et l'oasis d'El Kharga, présente également des vitesses de vent comprises entre 5 mètres par seconde et 8 mètres par seconde, qui conviennent à la production d'électricité. Concernant l'énergie solaire, l'Égypte dispose d'un fort potentiel avec un ensoleillement moyen de 2800 à 3200 heures par an et une irradiation solaire de 1970 à 3200 kW par mètre carré par an. Grâce au tarif de rachat au programme de l'initiative solaire et au programme d'électrification rurale, le pays pourrait accélérer le développement des énergies renouvelables. Il avait fixé pour objectif de développer 10 gigawatts supplémentaires de projets solaires et éoliens d'ici 2022. Le pays prévoit notamment de collaborer avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour améliorer son secteur de l'électricité. Les deux premières rames Innovia 300 d'Alstom destinées au projet de monorail au Caire sont arrivées dans la capitale égyptienne, rapporte le groupe Alstom dans une publication en date du mercredi 8 septembre. Un commentaire. L'Égypte s'est engagée à développer et à améliorer les services de mobilité proposés à ses citoyens tout en réduisant les embouteillages et l'impact sur l'environnement. C'est ainsi que le pays a amorcé il y a 2 ans la construction du premier et plus long monorail d'Afrique. Les deux premières rames Innovia 300 d'Alstom destinées au projet de monorail du Caire sont arrivées dans la capitale égyptienne, rapporte le groupe Alstom dans une publication en date du mercredi 8 septembre. Le géant français de l'industrie ferroviaire avait indiqué en juillet dernier avoir achevé la construction des 2 véhicules ferroviaires et entamé leur acheminement depuis son usine de Derby City en Grande-Bretagne pour l'Égypte. Dotées de 8 voitures chacune, les 2 locomotives entièrement automatisées et son conducteur font partie d'une série de 70 trains accompagnés de 280 voitures commandées par l'Égypte dans le cadre de l'exploitation de ces 2 premières lignes de monorail en construction. Le projet des 2 lignes de monorail égyptiennes est conçu pour connecter le Grand Caire aux zones métropolitaines périphériques. La première ligne, longue de 54 km, reliera l'est du Caire à la nouvelle capitale administrative avec 21 stations sur l'itinéraire, alors que la deuxième ligne de 42 km dotée de 12 stations raccordera la ville du 6 octobre à Gizeh. Évaluée à 4,5 milliards de dollars, dont un apport de 2,85 milliards d'Alstom. Ce réseau ferroviaire spécifique dont la mise en service est prévue pour 2023 transportera environ 45 000 passagers par heure dans chaque sens. Le projet dans son ensemble, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance a été confié en août 2019 à un consortium constitué de Bombardier Transportation racheté par Alstom et 2 entreprises égyptiennes. En vertu du contrat signé, le consortium assurera pendant 30 ans l'exploitation et la maintenance des 2 lignes. La ville du 6 octobre verra bientôt la construction du premier port sec d'Égypte. Les travaux évalués à 176 millions de dollars seront exécutés par un consortium germano-égyptien pour une concession de 30 ans. Livrable dans 2 ans, il servira d'alternative au port d'Alexandrie et de Dekhel. Tout de suite, le point dans ce commentaire.
Le gouvernement égyptien a approuvé en décembre 2020 le projet de loi portant attribution du contrat de conception, de construction et de gestion du premier port sec d'Égypte dans la vie du 6 octobre. Fruit d'un partenariat public-privé, le futur port sec, dont le coût du projet s'élève à 176 millions de dollars, sera exécuté par un consortium germano-égyptien. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD, dont l'Égypte est un membre fondateur, a approuvé un prêt de 29,6 millions de dollars au profit du consortium chargé de construire le premier port sec intérieur d'Égypte dans la vie du 6 octobre. La BERD a déclaré que le prêt faisait partie d'un programme d'investissement total de 60 millions de dollars mobilisés pour le financement de la conception, le développement, la construction et l'exploitation ainsi que l'entretien de la plateforme. Le chantier du futur port sec est prévu pour durer 2 ans. Selon les termes du contrat, la pleine propriété sera transférée à l'État après 30 ans de concession. Il sera construit sur son fait d'environ 420 000 mètres carrés. La première phase est prévue pour se terminer d'ici fin 2021. Une fois achevé, il aura une capacité de manutention de 720 000 conteneurs par an. Sa mise en service devrait limiter l'accumulation de marchandises et de conteneurs dans les ports importants d'Alexandrie et de Derhela, ce qui contribuera à réduire le coût de la manutention sur ces plateformes. Premier des 8 ports secs que le gouvernement envisage de construire, le port sec de la ville de 6 octobre offrira près de 3500 emplois directs et indirects, avait indiqué le ministre égyptien des Transports Kamel El-Wazir, notant qu'il contribuera au développement du quartier industriel de la ville du 6 octobre et des zones adjacentes. Allez, du sport à présent, la fédération égyptienne a choisi l'ancien entraîneur de la sélection portugaise et du Real Madrid, Carlos Queiroz, pour diriger la sélection des Pharaons. Il succède à Hossam Badri, limogé lundi dernier, au lendemain d'un nul laborieux face au Gabon en qualification pour la Coupe du Monde 2022. Le match nul 1-1 contre le Gabon, obtenu dans les dernières minutes du match, et la victoire poussive 1-0 contre l'Angola le mercredi d'avant avait entraîné de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Âgé de 68 ans, Carlos Queiroz a entraîné par le passé le Sporting Portugal, le Real Madrid. Il a assisté également le Sir Alex Ferguson à Manchester United. Il a été également le sélectionneur du Portugal, mais aussi de l'Afrique du Sud, des Émirats Arabes Unis, de l'Iran. Au chômage depuis début décembre 2020 et son départ de la sélection nationale de Colombie dont il avait pris les rênes en février 2019. Allez, on va faire une tournée touristique à présent sur des sites fabuleux à ne pas rater. Le premier site est le musée de la Nubie, construit en 1997 et qui a été créé par l'UNESCO dans le cadre de la campagne internationale pour l'établissement du musée. Il abrite les découvertes résultantes des fouilles de la sauvegarde des monuments de la Nubie. Sur une superficie de 50 000 mètres carrés, le musée renferme une riche collection de monuments de la Nubie, presque 3000 pièces. Une grande partie de l'exposition se trouve à l'extérieur, dans le grand jardin qui entoure le musée. D'ailleurs, il a été conçu par l'architecte égyptien Mahmoud El-Hakim. Le point dans ce commentaire. Le musée de la Nubie à Assouan a ouvert ses portes au public en novembre 1997. Il a remporté un vif succès pour la qualité de sa conception et de ses collections. Le musée de la Nubie abrite les découvertes réalisées au cours des fouilles conduites dans le cadre de la campagne internationale de l'UNESCO pour la sauvegarde des monuments de Nubie menacés par la construction du haut barrage d'Assouan dans les années 1960. Exposant nombre des quelques 3000 pièces mises au jour lors des fouilles, le musée est également le dépositaire de l'histoire et de la culture nubienne. Ses collections présentent en effet la Nubie depuis la préhistoire et jusqu'à nos jours. Le musée a été conçu par l'architecte égyptien Mahmoud Al-Hakim. Le musée de la Nubie occupe un espace de 50 000 mètres carrés en bordure du Nil à Assouan. 7000 mètres carrés ont été utilisés pour la construction du musée. Le musée, qui se veut la reconstitution de l'architecte traditionnel d'un village nubéen qui a été achevé en grès et en granit rose,
fut l'un des lauréats du prix Araran d'architecture en 2001. Fruit des efforts menés à l'international lors de la campagne internationale de l'UNESCO pour la sauvegarde des monuments de Nubie afin de sauver ceux-ci des eaux du lac Nasser derrière le haut barrage d'Assouan, le musée de la Nubie dévoile l'une des nombreuses civilisations égyptiennes. Il a également un rôle communautaire pour le peuple nubéen. Il offre en effet un programme éducatif majeur et cherche à sensibiliser les communautés locales, nationales et internationales à l'histoire et à la culture de la Nubie. Le musée de la Nubie abrite un centre de recherche et de documentation sur l'archéologie, l'histoire et la culture de la Nubie, ainsi que de l'équipement relatif à la campagne internationale de l'UNESCO. Il est entouré d'un parc paysager qui l'intègre dans la topologie locale et permet de présenter l'environnement nubéen à travers un espace d'exposition en plein air. Voilà, c'est sur ces très belles images que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur NetTV International, sachant que les programmes en langue française reprennent à partir de 18h. Mais tout de suite, on laisse la main à la section anglaise. À très bientôt. Au revoir.